Avez-vous déjà versé un produit miracle sur vos plantes, en espérant les voir grandir à vue d'œil, pour finalement les retrouver toutes jaunes et tristes le lendemain? Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, nous allons parler de la règle absolue, le secret le mieux gardé lors du choix des engrais. Beaucoup pensent qu'il suffit d'acheter la boîte avec la plus belle photo de tomates dessus. C'est totalement faux. Dans cette vidéo, je vais vous révéler pourquoi vos plantes meurent peut-être de faim alors que vous les nourrissez tous les jours. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais les rayons de votre jardinerie de la même manière. Vous ferez des économies incroyables et vos plantes vous diront merci. Mais avant de commencer, j'ai une question provocatrice pour vous. Achetez-vous votre engrais en fonction du prix ou lisez-vous vraiment les petits caractères au dos du paquet? Soyez honnêtes dans les commentaires. On va voir qui sont les vrais experts parmi vous. Pour bien comprendre cette fameuse règle, il faut remonter un peu dans le temps. Depuis les débuts de l'agriculture, l'être humain a compris qu'une terre cultivée finit par s'épuiser. Nos ancêtres utilisaient des méthodes simples. Ils laissaient reposer la terre, ou y ajoutaient du fumier d'animaux ou des cendres de bois. Ils ne connaissaient pas la chimie, mais ils observaient les résultats. La nature est bien faite, mais elle a ses limites quand on lui demande de produire beaucoup sur un petit espace. Puis, la science moderne est arrivée et a isolé les éléments précis dont les plantes ont besoin pour vivre et grandir. C'est ainsi que sont nés les engrais, tels que nous les connaissons aujourd'hui. On a découvert que les plantes ne mangent pas de la terre. Elles boivent une soupe de minéraux dissous dans l'eau du sol. Et si cette soupe est mauvaise, ou si elle manque d'un seul ingrédient crucial, la plante tombe malade. C'est exactement comme l'alimentation humaine. Vous ne pouvez pas survivre en mangeant uniquement du sucre. Vos plantes ont, elles aussi, besoin d'un régime équilibré. C'est ce contexte historique et biologique qui nous amène à comprendre comment choisir le bon repas pour notre jardin. Commençons par la première erreur monumentale que presque tout le monde commet. L'illusion du bel emballage en magasin. Vous marchez dans les allées de votre jardinerie préférée. Vous voyez des dizaines de bouteilles et de sacs très colorés. Sur l'un, il y a une photo d'un rosier magnifique. Sur l'autre, une tomate rouge géante qui a l'air parfaite. Notre cerveau reptilien nous pousse immédiatement à acheter le produit qui montre ce que nous voulons obtenir. C'est du marketing pur et simple. Mais voici ce que vous devez absolument comprendre aujourd'hui. La plante ne sait pas lire l'étiquette. La tomate ne sait pas que vous avez acheté un engrais spécial tomate. L'herbe ne sait pas que vous avez pris l'engrais gazon. Ce qui compte réellement, ce n'est pas le dessin sur la boîte, mais la composition chimique à l'intérieur. Il est très fréquent qu'un engrais générique et beaucoup moins cher contienne exactement les mêmes éléments nutritifs qu'un produit vendu 3 fois plus cher avec une belle photo de géranium. Le marketing joue sur nos émotions et nos peurs de rater nos cultures. La prochaine fois que vous irez faire vos achats, ignorez les photos. Retournez la boîte et regardez la composition. C'est la seule façon de ne pas se faire avoir par l'industrie du jardinage. Alors que faut-il regarder au dos de cette fameuse boîte? C'est ici que nous introduisons le trio magique, les 3 lettres que vous devez absolument mémoriser. N, P et K. Ce sont les 3 macronutriments principaux dont chaque plante sur cette terre a besoin en grande quantité. N représente l'azote, P représente le phosphore et K représente le potassium. Pensez à ces 3 éléments comme aux glucides, aux protéines et aux graisses pour le corps humain. Sans eux, il n'y a pas de vie possible pour vos végétaux. Chaque engrais commercial affiche ces 3 lettres suivies de 3 chiffres. Par exemple, un engrais classique peut afficher 7, 7, 7 ou bien 10, 5, 15. Ces chiffres indiquent le pourcentage de chaque élément contenu dans le paquet. C'est le langage universel des plantes. Si vous comprenez ces 3 chiffres, vous avez le pouvoir de contrôler exactement comment votre plante va grandir. C'est une véritable baguette magique. Et le mythe à briser ici, c'est de croire qu'il faut toujours que les chiffres soient énormes pour que l'engrais soit puissant. Ce n'est pas une compétition du plus grand chiffre. Un engrais équilibré et bien dosé est souvent bien plus efficace qu'une bombe chimique ultra concentrée qui risque de tout détruire sur son passage. Maintenant, plongeons dans les détails,
en commençant par la première lettre, le N pour azote. Quel est son rôle exact? L'azote, c'est le moteur de la croissance verte. C'est l'élément qui dit à la plante de fabriquer de belles feuilles vertes, de grandes tiges et de pousser très vite vers le ciel. C'est grâce à lui que la photosynthèse peut fonctionner à plein régime. Pour vous donner une image simple, si vous avez une pelouse et que vous voulez qu'elle soit dense et bien verte pour l'été, c'est d'azote dont vous avez besoin en priorité. De même pour vos salades, vos épinards ou vos plantes vertes d'intérieur. Tout ce qui est cultivé pour son feuillage adore cet élément. Mais attention, c'est ici qu'intervient une erreur tragique. Si vous donnez trop d'azote à une plante qui doit faire des fruits, comme une tomate ou un fraisier, vous allez créer un monstre. Vous aurez un buisson géant, avec des feuilles magnifiques, mais aucune fleur et donc aucun fruit. La plante sera tellement occupée à faire des feuilles qu'elle en oubliera de se reproduire. C'est l'exemple typique du jardinier qui pense bien faire, qui met beaucoup d'engrais riches en azote et qui se demande pourquoi il n'a pas récolté une seule tomate de tout l'été. Il faut savoir doser selon l'objectif. Passons maintenant au P, le phosphore. Si l'azote s'occupe de ce qui se passe au-dessus du sol, le phosphore, lui, travaille principalement en dessous et lors des moments critiques. Son rôle majeur est de stimuler le développement des racines, mais aussi de favoriser la floraison et la formation des graines. Sans phosphore, le système racinaire de votre plante sera faible et court, ce qui l'empêchera de trouver l'eau et les nutriments en profondeur. Imaginez que vous venez d'acheter un jeune arbre fruitier ou un arbuste pour votre jardin. Au moment de la plantation, ce dont la plante a le plus besoin, ce n'est pas de faire de nouvelles feuilles, mais de s'ancrer solidement dans sa nouvelle maison. C'est à ce moment précis qu'un apport riche en phosphore est vital. Plus tard dans la saison, quand vos rosiers ou vos courgettes préparent leurs fleurs, le phosphore intervient à nouveau comme un déclencheur magique. Un mythe très tenace consiste à croire que l'eau suffit pour faire éclore de belles fleurs. L'eau est essentielle, certes, mais sans phosphore, vos bourgeons risquent d'avorter et de tomber avant même de s'ouvrir. C'est l'élément secret des fleuristes et des maraîchers pour obtenir des récoltes éclatantes. Et enfin, voici le K, le potassium. C'est un peu le médecin de la plante. Le potassium s'occupe de la santé générale, de la robustesse et du système immunitaire de vos végétaux. Il aide la plante à résister aux maladies, aux attaques d'insectes, au froid intense de l'hiver et aux fortes chaleurs de l'été. De plus, il joue un rôle déterminant dans la taille, la couleur et le goût des fruits. Si vous voulez des carottes bien croquantes, des pommes bien sucrées et des tomates savoureuses, le potassium est votre meilleur allié. Imaginez une plante qui doit passer un hiver très rude. Si elle a reçu suffisamment de potassium en automne, ses cellules seront plus fortes, moins chargées en eau libre, et donc elles ne gèleront pas ou ne se briseront pas facilement sous l'effet du gel. C'est un véritable bouclier protecteur. Beaucoup de jardiniers négligent le potassium car ses effets sont moins spectaculaires visuellement que ceux de l'azote. On ne voit pas la plante exploser de verdure. On voit simplement une plante qui survit mieux que les autres, qui tombe moins malade et qui produit des fruits d'une qualité exceptionnelle. Pour la santé à long terme de votre potager, ne sous-estimez jamais l'importance de cette troisième lettre. Il est temps d'aborder un mythe extrêmement dangereux qui tue des millions de plantes chaque année. C'est l'idée selon laquelle si un peu d'engrais fait du bien, alors beaucoup d'engrais fera des miracles. C'est une erreur fatale. En agronomie, on appelle cela l'excès de fertilisation. Imaginez que vous avez très faim et que vous allez au restaurant. Un bon repas va vous donner de l'énergie. Mais si on vous force à manger 20 pizzas d'affilée, vous allez être gravement malade. Pour les plantes, c'est exactement la même chose. Les engrais sont en réalité des sels minéraux. Si vous en mettez trop dans la terre, la concentration de sel devient si forte qu'elle inverse le processus naturel d'hydratation. Au lieu que les racines absorbent l'eau du sol, c'est le sel de l'engrais qui va aspirer l'eau hors des racines. C'est ce qu'on appelle la brûlure racinaire. Et les feuilles de votre plante vont commencer à brunir sur les bords, se dessécher complètement, et la plante va mourir de soif, alors que la terre est mouillée. C'est paradoxal et très frustrant. La règle absolue est de toujours suivre les dosages recommandés par le fabricant,
et même d'en mettre un peu moins par précaution. Il est toujours possible d'en rajouter plus tard, mais il est presque impossible de retirer l'engrais une fois qu'il est dans la terre. Nous arrivons enfin au cœur du sujet. Quelle est donc cette fameuse règle principale lors du choix des engrais dont nous parlons depuis le début? La voici. La règle d'or, c'est qu'on ne choisit jamais un engrais en fonction de la plante, mais en fonction de ce qui manque dans le sol. C'est une inversion totale de la façon de penser habituelle. L'engrais n'est pas un repas complet magique, c'est un supplément pour combler une carence. Si vous prenez des vitamines alors que vous n'avez aucune carence, c'est inutile, n'est-ce pas? Pour votre jardin, c'est pareil. Si votre terre est déjà naturellement très riche en azote, rajouter un engrais riche en azote sera une catastrophe, même si la boîte dit que c'est bon pour votre plante. La seule vraie méthode professionnelle, c'est de faire ou de demander une analyse de sol. Vous pouvez trouver des petits kits de test très simples et peu coûteux dans le commerce. Ce test vous dira précisément « Mon sol manque de phosphore, mais il a trop de potassium ». À partir de là, le choix de l'engrais devient une évidence scientifique et non plus une devinette. Vous achetez exactement le chiffre qui manque à votre terre. C'est la garantie absolue de ne jamais vous tromper. Mais attendez, l'histoire ne s'arrête pas là. Il y a un autre facteur invisible qui peut rendre vos engrais complètement inutiles. C'est le potentiel hydrogène, plus connu sous le nom de pH. Le pH mesure si votre terre est acide, neutre ou calcaire. Pourquoi est-ce si important? Parce que la capacité des racines à absorber l'azote, le phosphore ou le potassium dépend directement de l'acidité du sol. Imaginez une porte verrouillée. L'engrais est derrière la porte, la plante veut le manger, mais si le pH est mauvais, la porte reste fermée. On appelle cela le blocage des nutriments. Par exemple, si votre sol est trop calcaire, le fer devient totalement indisponible pour la plante. Vous pourrez verser des litres d'engrais riches en fer, la plante jaunira quand même. C'est un exemple frappant. Avant de dépenser votre argent en engrais coûteux, vérifiez le pH de votre terre. La plupart des légumes de potager aiment un sol légèrement acide à neutre. Si le pH n'est pas bon, il faut d'abord le corriger avec des amendements naturels, comme de la cendre pour réduire l'acidité, ou des aiguilles de pin pour l'augmenter. C'est seulement ensuite que l'engrais que vous achèterez pourra faire son travail magique. Entrons maintenant dans le grand débat qui divise les jardiniers du monde entier. Engrais organiques contre engrais chimiques ou minéraux. Pour faire le bon choix, il faut comprendre leurs différences fondamentales. Les engrais chimiques sont synthétisés en laboratoire ou extraits de mines. Ils se présentent souvent sous forme de petites billes bleues ou roses. Leur grand avantage, c'est qu'ils sont prêts à l'emploi. Dès qu'ils touchent l'eau, ils se dissolvent et la plante les boit immédiatement. C'est comme une perfusion intraveineuse. C'est parfait si votre plante souffre d'une carence sévère et a besoin d'être sauvée en urgence. En revanche, ils ont un énorme défaut. Ils nourrissent la plante, mais ils tuent la vie du sol sur le long terme. Et s'ils sont mal dosés, la pluie les emporte dans les rivières, ce qui pollue l'environnement. C'est la solution de facilité, rapide, mais avec des conséquences. D'un autre côté, vous avez les engrais organiques, le sang séché, la corne broyée, le guano ou le compost. Eux ne sont pas directement assimilables par la plante. Ils doivent d'abord être mangés et digérés par les bactéries et les champignons du sol. C'est un processus plus lent, mais incroyablement plus sain. Quel est le meilleur choix? Nous allons voir ça tout de suite. Le secret des grands agronomes, c'est de comprendre que le but ultime n'est pas de nourrir la plante, mais de nourrir le sol. C'est là que les engrais organiques révèlent toute leur magie. Quand vous mettez du fumier composté ou des granulés organiques dans votre potager, vous offrez un festin aux milliards de micro-organismes, aux insectes et surtout aux vers de terre qui vivent sous la surface. Ce sont ces petits ouvriers invisibles qui vont digérer la matière organique et la transformer lentement en nutriments parfaits, disponibles à la demande pour vos plantes. C'est ce qu'on appelle un engrais à libération lente. L'avantage est colossal. Vous ne risquez presque jamais de brûler les racines de vos plantes, car la nourriture est délivrée petit à petit, jour après jour, pendant des mois. De plus, la matière organique améliore la texture de votre terre.
Une terre argileuse deviendra plus souple et une terre sableuse retiendra mieux l'eau. Utiliser un engrais organique, c'est investir sur le long terme. C'est construire une fondation solide pour les années à venir. C'est pour cette raison que pour le jardinage amateur et le potager familial, l'approche organique devrait toujours être votre premier choix, votre règle de base. Cependant, il ne faut pas diaboliser complètement les engrais de synthèse, car ils ont leur utilité dans des situations très précises. Il faut les voir comme une trousse de premier secours. Par exemple, au début du printemps, quand la terre est encore très froide, les bactéries du sol dorment encore. Si vous mettez de l'engrais organique à ce moment précis, rien ne se passera car personne ne sera réveillé pour le digérer. Pourtant, vos jeunes plants de salade ou de radis ont faim tout de suite. Dans ce cas très particulier, utiliser une petite dose d'engrais liquide minéral peut donner le coup de fouet nécessaire pour lancer la saison. Un autre exemple classique est la culture en pot sur un balcon. Dans un petit pot de fleurs, il n'y a pas assez de place pour créer un véritable écosystème avec des vers de terre et des milliards de bactéries. La terre s'épuise très vite. L'utilisation d'un engrais liquide conventionnel, dilué dans l'eau d'arrosage toutes les 2 semaines, est souvent la méthode la plus simple et la plus efficace pour garder des géraniums resplendissants tout l'été. Le bon jardinier n'est pas un extrémiste, il utilise le bon outil au bon moment. On a beaucoup parlé des 3 géants, l'azote, le phosphore et le potassium. Mais il y a un autre secret que l'industrie ne met pas toujours en avant. Ce sont les oligo-éléments et les nutriments secondaires. Le calcium, le magnésium, le fer, le bore ou encore le zinc. Les plantes n'en ont besoin qu'en quantité minuscule, d'où le mot oligo. Mais attention, leur absence est catastrophique. Je vais vous donner l'exemple le plus célèbre que tout jardinier connaît. Vous cultivez de superbes tomates. Elles poussent bien, elles sont vertes, elles commencent à rougir. Et soudain, vous remarquez que le dessous de la tomate devient tout noir et pourri. On appelle cela le cul noir de la tomate ou la nécrose apicale. Vous pensez que c'est une maladie? Un champignon? Pas du tout. C'est simplement une carence en calcium. Votre plante a eu soif ou la terre manquait de ce petit élément et le fruit a été détruit de l'intérieur. C'est pourquoi, lors du choix de votre engrais, la vraie astuce de pro est de vérifier si la mention avec oligo-éléments est présente sur l'étiquette. Un bon engrais complet doit contenir ces petites étincelles de vie, car elles font toute la différence entre une récolte moyenne et un succès total. Un autre critère de choix essentiel concerne la forme de l'engrais. Faut-il choisir du liquide, de la poudre, des granulés ou des petits bâtonnets? Cela dépend entièrement de la vitesse à laquelle vous voulez agir. L'engrais liquide se mélange à l'eau de votre arrosoir. Il agit en quelques heures. C'est fantastique pour corriger une carence visible rapidement ou pour les plantes en pot. Mais attention, comme il est très soluble, il est très vite lessivé par les pluies et disparaît dans les profondeurs de la terre. Il faut donc en remettre souvent. À l'inverse, les engrais en granulés se déposent sur le sol, on griffe un peu la terre pour les enfouir, et ils vont se dissoudre lentement à chaque pluie ou chaque arrosage. Ils agissent sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. C'est le format idéal pour nourrir le potager au fond ou pour les arbres fruitiers et la pelouse. Les bâtonnets que l'on enfonce dans la terre sont pratiques pour les plantes d'intérieur, mais la diffusion n'est pas toujours homogène. La règle à retenir ici est simple. Utilisez le liquide pour un effet coup de boost immédiat et les granulés solides pour la nutrition de fond à long terme. Parlons maintenant du timing, car choisir le bon engrais ne sert à rien si vous l'appliquez au mauvais moment de l'année. La fertilisation du printemps est la plus connue. La nature se réveille, le soleil chauffe la terre, les bourgeons éclatent. C'est le grand démarrage. À ce moment de l'année, les plantes ont un besoin énorme de fabriquer de nouvelles feuilles et de nouvelles tiges pour capter la lumière. C'est donc la saison privilégiée pour utiliser des engrais avec une proportion d'azote un peu plus élevée. C'est le moment d'apporter du compost bien mûr, du sang séché ou de la tonte de gazon fraîche autour de vos cultures. Cependant, il y a un piège. Ne fertilisez pas trop tôt. Si vous mettez de l'engrais au tout début du mois de mars et qu'une période de gel survient,
l'engrais aura forcé la plante à faire de jeunes pousses très tendres. Ces jeunes pousses seront instantanément brûlées par le froid, ce qui affaiblira gravement la plante, voire la tuera. La règle de patience est primordiale. Attendez que la terre soit bien réchauffée et que les risques de fortes gelées soient passés avant d'offrir ce grand buffet de printemps à votre jardin. À l'opposé, il y a la fertilisation d'automne. C'est souvent la grande oubliée des jardiniers amateurs, et pourtant, c'est peut-être la plus stratégique. En automne, l'objectif n'est plus du tout de faire grandir la plante. L'hiver approche. Si vous donnez de l'azote en octobre, vous allez forcer la plante à faire de nouvelles feuilles qui gèleront dès les premières neiges. C'est une erreur catastrophique. L'engrais d'automne doit contenir très peu ou pas du tout d'azote. En revanche, il doit être très riche en phosphore et surtout en potassium. Pourquoi? Parce que le but est d'endurcir le bois des arbustes, de renforcer les racines pour qu'elles passent l'hiver sous terre et de stocker des réserves pour le printemps suivant. L'automne, c'est aussi la meilleure saison pour répandre du fumier frais sur les parcelles vides de votre potager. Pendant les longs mois d'hiver, la terre va digérer cette matière organique lourde. Au retour des beaux jours, votre sol sera devenu un terreau d'une richesse incroyable, noir, meuble, et prêt à accueillir vos semis sans aucun effort supplémentaire. Une bonne préparation automnale divise le travail du printemps par deux. Il est aussi crucial de comprendre que toutes les plantes ne parlent pas la même langue quand on parle de nourriture. Prenons un exemple fascinant pour illustrer cela. Le monde des plantes dites de terre de bruyère. Les hortensias, les myrtilles, les rhododendrons ou les azalées. Ces plantes détestent le calcaire. Elles ont un métabolisme très spécial qui exige un sol acide. Si vous leur donnez un engrais universel classique, elles vont avoir du mal à le digérer. Pire, l'azote contenu dans certains engrais basiques peut faire augmenter le pH du sol autour de leurs racines. Résultat, vos magnifiques feuilles vertes vont devenir jaunes, avec des nervures vertes, signe typique de la chlorose. Pour ces plantes spécifiques, il faut impérativement choisir un engrais adapté, souvent formulé pour acidifier légèrement le sol, tout en les nourrissant. Un autre exemple est la culture des orchidées en intérieur. Leurs racines sont aériennes et très fragiles. Un engrais pour géranium les brûlerait en quelques jours. Il faut un engrais ultra dilué. La leçon ici est que si vous cultivez des espèces particulières ou exotiques, la règle de base s'applique plus que jamais. Renseignez-vous d'abord sur la nature originelle de la plante avant d'ouvrir votre portefeuille. Voici une règle d'or que personne ne vous dit jamais. Et c'est pourtant une question de vie ou de mort pour vos plantes. Ne fertilisez jamais, au grand jamais, une plante qui est malade, assoiffée ou stressée. C'est un réflexe humain très courant. On voit une plante qui fait la tête, qui a les feuilles tombantes ou qui subit une attaque de pucerons, et on se dit « Oh la pauvre, je vais lui donner de l'engrais pour lui redonner des forces. » C'est la pire chose à faire. Je vous redonne une métaphore pour bien comprendre. Imaginez un marathonien qui vient de courir sous 40 degrés, qui est totalement déshydraté et au bord du malaise. Est-ce que vous allez lui donner un gros steak frites à manger? Non, vous allez lui donner de l'eau douce et le laisser se reposer à l'ombre. Pour une plante, l'engrais demande une énergie folle pour être assimilé. Si la plante souffre de sécheresse, l'ajout de sels minéraux va l'achever instantanément. La règle stricte est la suivante. On donne de l'engrais uniquement à une plante en bonne santé, qui est dans une phase de croissance active et dont la terre est déjà correctement humidifiée. D'abord on soigne, ensuite on nourrit. Parlons justement de l'eau, car l'arrosage et la fertilisation sont deux frères inséparables. Une erreur très commune est de déposer de l'engrais en poudre au pied de la plante et de partir en pensant que le travail est fait. Sans eau, l'engrais solide est totalement inutile. Il va simplement rester sur le sol, se dégrader au soleil ou nourrir les mauvaises herbes de surface. L'eau est le véhicule qui transporte les nutriments jusqu'aux racines. La technique professionnelle consiste toujours à arroser légèrement la terre avant de mettre l'engrais pour assouplir le sol. Ensuite, vous dispersez votre engrais. Puis, vous arrosez de nouveau généreusement par-dessus. Cela permet de rincer les feuilles si des granulés sont tombés dessus.
ce qui évite les brûlures. Et surtout, cela fait fondre l'engrais et le pousse directement vers le système racinaire, là où la plante l'attend. Il existe aussi une méthode fascinante appelée la fertilisation foliaire. Cela consiste à pulvériser un engrais très dilué directement sur les feuilles. C'est utile pour des sauvetages rapides, car la plante boit par ses pores. Mais attention, cela doit se faire très tôt le matin ou le soir, jamais en plein soleil, sinon vous allez cuire le feuillage. Un détail pratique souvent ignoré concerne le stockage de vos engrais. L'engrais, c'est de l'argent. Et si vous le stockez mal, vous jetez cet argent par les fenêtres. Les engrais minéraux, en particulier, ont un ennemi redoutable, l'humidité. Les sels contenus dans ces produits agissent comme des éponges. Si vous laissez un sac en papier ouvert dans une cabane de jardin humide tout l'hiver, au printemps, vous ne retrouverez pas de la poudre, mais un énorme bloc de pierre dur comme du béton, totalement inutilisable. Les engrais liquides, eux, craignent le gel. S'ils gèlent dans votre garage, la structure chimique peut se séparer et le produit perdra son efficacité. La règle pour préserver la magie de vos fertilisants est simple. Gardez-les dans leur emballage d'origine pour ne jamais perdre les instructions. Placez-les dans des boîtes en plastique hermétiques avec un couvercle étanche pour repousser l'humidité de l'air. Et stockez-les dans un endroit sec, à l'abri du gel et des chaleurs extrêmes. Un engrais bien stocké peut se conserver plusieurs années. Ne vous laissez pas avoir par les fausses dates de péremption qui poussent parfois à la consommation. Pour résumer et maîtriser cette incroyable science de la nutrition du jardin, faisons une petite mise en pratique. La prochaine fois que vous avez besoin d'un engrais, vous allez procéder comme un véritable agronome amateur. Premièrement, observez. Que voulez-vous faire pousser? S'il s'agit de belles salades, vous chercherez un chiffre élevé pour la première lettre, l'azote. S'il s'agit de faire fleurir votre balcon, vous chercherez un chiffre élevé pour le phosphore et le potassium. Deuxièmement, connaissez votre sol. Faites un petit test ou observez la nature de votre terre pour ne pas corriger un défaut qui n'existe pas. Troisièmement, fuyez les boîtes trop chères avec de belles images au profit des produits simples dont vous comprenez la composition. Enfin, privilégiez le biologique et la matière organique lente pour construire l'avenir de votre potager, tout en gardant une solution rapide en cas d'urgence. En appliquant cette méthode pas à pas, non seulement vous allez diviser votre budget jardinage, mais vous allez observer une explosion de vie et de couleurs comme vous n'en avez jamais eu. La nature est généreuse quand on prend la peine d'apprendre sa langue. Voilà, vous connaissez maintenant la vérité que la plupart des marques de jardinage ne veulent pas que vous sachiez. Le secret ne réside pas dans le nom du produit, ni dans le prix que vous payez, mais dans la compréhension fondamentale de l'azote, du phosphore et du potassium, combiné à l'observation de votre propre sol. C'est un véritable changement de paradigme. Au lieu de nourrir la plante à l'aveugle, vous comprenez désormais comment nourrir la terre pour qu'elle offre un banquet royal à vos cultures. Fini les brûlures de racines, fini les dépenses inutiles. Vous avez les cartes en main pour obtenir le potager le plus sain et le plus productif de tout votre quartier. J'espère que cette plongée au cœur de la nutrition végétale vous a ouvert les yeux et vous a donné confiance pour vos futures plantations. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir notre travail et lâcher un gros pouce bleu, cela nous aide énormément. Et maintenant, à vous de jouer dans les commentaires. Dites-moi, quelle est la plante de votre jardin qui vous donne le plus de fil à retordre en ce moment? Et comptez-vous utiliser cette nouvelle règle pour la sauver? J'ai hâte de lire toutes vos histoires de jardiniers.